présenter de manière globale les différents types de contrats, les différentes aides à l'emploi. Et une intervenante que je remercie, Delphine Pellegrinelli, donc, qui est la responsable administrative de l'IPSA Formation. Donc, c'est l'Institut breton du sport et de l'animation, donc une école de formation au métier du sport avec lesquels on travaille, notamment dans la formation qu'on a créée, la BPJEPS Activité pour tous, et avec une option cyclisme. Et donc, voilà, elle a pour habitude justement de vraiment faire beaucoup de contrats d'apprentissage. Donc, elle nous parlera plus spécifiquement du contrat d'apprentissage et de ses avantages et de comment en créer un. Pour les questions, n'hésitez pas, soit le petit chat pour poser une question sur le moment, soit vous les gardez pour la fin et on sera là aussi pour répondre à toutes vos questions sur ce thème-là. Du coup, je voulais vous parler déjà des différentes façons d'intervention ou de lien qu'on peut avoir entre une association, donc un club, et un intervenant, et bien faire justement la distinction entre chacun. 4 grands statuts que j'ai dégagés. Le statut de bénévole, le statut de volontaire, qui est très précis là, au niveau de la loi, le statut de salarié, donc, qui peut être un temps plein, temps partiel, du temps partagé, du CDI, du CDD. Et également, vous pouvez faire appel à un prestataire de service qui intervient auprès de votre association. Donc, on va détailler tous ces quatre façons d'être liés entre l'association et l'intervenant. Sur le bénévolat, il faut savoir que donc, le bénévole n'est pas rémunéré, ce n'est pas un travail, mais il y a quand même la possibilité de verser ce qu'on appelle des vacations, donc d'avoir le statut de vacataire, donc pour lui permettre un dédommagement du bénévole. Ces vacations, elles sont soumises aux cotisations sociales, donc il faut les déclarer à l'URSSAF. Elles peuvent bien sûr être cumulées avec un emploi. Par contre, du coup, c'est un revenu et donc c'est comptabilisé dans un revenu et dans votre impôt sur le revenu notamment. C'est comptabilisé en plus de votre emploi. Dans la fiscalité, il y a un plafond, il y a une assiette forfaitaire aussi, il y a un maximum à ne pas dépasser dans ces vacations. Deux inconvénients que je trouve à ce système de vacations, c'est quand même peu structurant pour le club, c'est-à-dire qu'on va justement donner une petite gratification à la personne, mais c'est pour une action très précise, sur une journée très précise, et donc ça ne va pas amener sur le long terme vraiment structurer le club. Et également, c'est quand même des démarches administratives très lourdes et donc compliquées pour une association si vous n'avez pas un bénévole qui est dans ce domaine-là, dans le domaine ressources humaines. C'est compliqué à mettre en place. Pour votre information, hein, par exemple, au Comité de Bretagne, nous, on utilise ce système de vacations pour les gens qui encadrent les sélections. Donc, nos mécaniciens, nos assistants, on les paye sur vacation. Donc, c'est pas, voilà, ils ne sont pas payés sur un taux horaire, c'est une petite gratification. Mais donc, on fait toutes ces démarches de déclaration à l'URSSAF. Les gens, à la fin du mois, reçoivent l'équivalent d'une fiche de paye qui correspond au nombre de jours qui sont partis. Et donc, ça nous permet voilà, de gratifier un petit peu nos encadrants qui gardent quand même le statut de bénévole. Je ne l'ai pas mis dans la diapo, il y a un autre avantage également pour valoriser votre bénévolat, c'est l'aide aux frais de déplacement, hein, qui est déductible en partie sur l'impôt sur le revenu. Donc voilà, pour vos bénévoles de club, c'est intéressant de leur faire bénéficier de cette réduction d'impôt par rapport à leurs frais de déplacement. La deuxième chose, c'est le statut de volontaire. Le statut de volontaire, il y en a plusieurs sortes.
Il y a le statut donc, du service civique, donc c'est l'engagement français. C'est celui que je vais détailler parce que c'est celui qu'on trouve le plus dans le sport. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres, et notamment le volontaire européen, donc avec des programmes et des fonds européens, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et donc qui à mettre en place sur des plus gros projets. Par contre, au niveau du club, vous pouvez faire appel à des services civiques. Donc ça, c'est un dispositif qui est porté par le ministère de la Jeunesse et des Sports et par le versant jeunesse, justement. Donc ça correspond à un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Donc c'est pour une mission d'intérêt général, et cette mission, elle doit durer de 6 à 12 mois. Avec un temps de présence de 24 à 35 heures. Généralement, c'est quand même 24 heures. Et pour ce temps de mission, une indemnité qui revient aux jeunes de 473 € et 107,58 € de prestations versées par la structure. C'est-à-dire que la structure, ça ne lui coûte qu'une centaine d'euros, et c'est bien l'État qui paye les 473 €. Donc ça, c'est venu, ce service civique, il avait été créé avec la réforme du service militaire. Il a doucement évolué, mais il est mis en place dans le milieu associatif. Alors, on a beaucoup de volontaires dans les missions d'intérêt général, type Croix-Rouge, Restos du Cœur et autres. Mais le sport est vraiment inclus dans les missions d'intérêt général. Et donc, toute association sportive peut engager des services civiques. Pour engager des services civiques, il faut faire une demande d'agrément, donc auprès des services jeunesse et sport de votre département. Donc, il y a un dossier de demande d'agrément de la structure où vous demandez j'ai envie d'accueillir des services civiques. Je veux en accueillir 1, 2, 4, 10 en fonction de mon projet. Et donc, cette demande d'agrément est étudiée par les services de l'État, et ils vous disent d'accord, on vous accorde par exemple 2 agréments pour accueillir 2 jeunes pour des missions de 6 mois ou de 9 mois. C'est eux qui décident de la durée qu'ils acceptent de vous financer. Et à partir de ce moment-là seulement, vous pouvez recruter votre volontaire. Soit votre volontaire, c'est quelqu'un c'est un jeune déjà de votre club. Soit ce volontaire, ça peut être justement quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et donc là, il y a justement sur le site Service Civique, il y a une petite bourse avec des offres de volontariat. Et donc, des personnes qui ne sont pas du tout issues du vélo peuvent y répondre. Et donc après, passe un petit entretien avec vous pour que vous le recrutiez. Ce service civique, donc, il est quand même fortement développé par l'État. Donc, ce sont des démarches à faire au départ, mais il y a peu de refus sur les demandes d'agrément. La seule chose importante, c'est que c'est une mission d'intérêt général, et une mission qui ne peut pas être faite par un salarié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réellement, par exemple, embaucher un éducateur sportif, quelqu'un qui a un diplôme d'éducateur sportif, sur un service civique pour lui faire le métier d'éducateur sportif. Donc, c'est plus des rôles quand ils appellent ça des missions, ils donnent des grands rôles. On a les grands rôles de médiateur, d'ambassadeur. Et donc, c'est plus créer du lien entre nos adhérents et l'association. Mais par exemple, sur un club de BMX, on peut avoir l'éducateur sportif salarié, et en complément un service civique qui aide à l'accueil des jeunes, des parents, qui fait les démarches administratives, par exemple avec les parents, de prise de licence, de réservation des stages ou tout ça, qui peut donner un coup de main quand il y a une petite chute, c'est lui qui gère le blessé à ce moment-là. C'est lui qui gère un petit peu la page Facebook ou la petite communication du club.
voilà le genre de mission qu'on peut donner à un service civique. Pareil, il peut y avoir des missions sur des grandes organisations, donc soit un petit peu sur de la communication, soit sur tout l'aspect développement durable, sensibilisation justement à l'environnement lié à votre événement sportif. Donc voilà, la présentation est très générale. Et donc par contre, si vous voulez aller sur le site service civique, vous trouverez vraiment le site vraiment très très détaillé, où vous aurez toutes les infos. Et puis je vous dis, chaque département a son service qui est avec des fonctionnaires qui sont prêts à vous répondre, qui gèrent uniquement ce dossier-là. On va vous parler du contrat d'apprentissage. Donc là, voilà, on rentre réellement dans l'emploi salarié. Donc, on parle vraiment de contrat de travail et d'emploi. Et donc, du coup, je laisse la main à Delphine. Avec le micro. Ouais, voilà. Alors, au niveau du contrat d'apprentissage, donc c'est un contrat de travail qui peut être proposé pour des jeunes qui vont intégrer une formation. Il faut que la formation soit éligible au contrat d'apprentissage pour qu'elle puisse être financée. Donc là, je vais vous parler en particulier de la formation qu'on propose nous à IPSA, qui est une formation BPGEPS, avec donc un BPGEPS activité physique pour tous, donc un diplôme de niveau 4 inscrit au RNCP et donc qui peut être financé dans le cadre du contrat d'apprentissage. Là, c'est plus particulièrement la formation Sport Plus option cyclisme qui va sans doute vous intéresser, vous, où les jeunes vont être formés au BPGEPS APT, plus en complément à des diplômes fédéraux dans le secteur du cyclisme. Et c'est l'ensemble de toutes ces formations qui vont leur permettre à l'issue, par équivalence, d'obtenir un BPGEPS, du coup, activité de cyclisme, en plus de leur BPGEPS APT. Alors, le contrat d'apprentissage, donc, l'avantage pour l'apprenti, c'est que sa formation va être intégralement prise en charge. Donc, il n'aura vraiment aucun frais à débourser au niveau des frais pédagogiques, donc des frais de formation, et un salaire mensuel qui va être en fonction de son âge. Pour l'employeur, en fait, alors, déjà, c'est une formation intégralement prise en charge, c'est-à-dire que quand on dit prise en charge, ce n'est pas à la charge de l'employeur, hein, c'est vraiment l'État qui va prendre en charge les frais pédagogiques. Il y a beaucoup d'allègements de charges, quasiment intégralement les charges sociales, les charges patronales sont quasiment intégralement exonérées. Donc, voilà, du coup, il reste le salaire et en plus, pour compenser le coût de ce salaire, il y a aussi des aides de l'État que je vais vous expliquer là plus précisément. Jean-Charles, je pense qu'on peut passer à la... Ouais. Alors, donc, pour les personnes éligibles au contrat d'apprentissage, au niveau de l'apprenti, donc il faut normalement être âgé de 16 ans minimum. Pour les formations BPGEPS, c'est minimum 17 ans. Maximum 29 ans révolus en fait. Donc c'est 30 ans, mais c'est 29 ans au moment de la signature du contrat. Il y a quelques exceptions. Alors, jusqu'à 31 ans, quand on est dans le cadre d'une poursuite de contrat pour finaliser une formation, par exemple. Et il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap ou pour les sportifs de haut niveau également qui sont inscrits sur les listes ministérielles. Au niveau de l'employeur, alors là, je vais vous parler du contrat d'apprentissage et des aides qui sont proposées pour le secteur privé essentiellement. Il peut y avoir des employeurs au niveau du secteur public, mais les aides ne sont pas les mêmes. Là, par rapport au public du webinaire, on va vraiment s'orienter uniquement sur les employeurs du secteur privé, donc les clubs, les associations, les entreprises. Voilà. Alors, au niveau du contrat, le fonctionnement, donc ça va être un contrat qui va être soit en CDI, soit en CDD. Donc, la plupart du temps, vous faites plutôt des contrats en CDD, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir un CDI directement contractualisé. On est sur des contrats de 35 heures par semaine. On ne va pas faire des contrats plus courts parce que, en termes de réglementation, je crois que ce n'est même pas possible. Et de toute façon, là, c'est plus lié à la formation. La formation, temps d'alternance plus temps de formation, ça fait 35 heures par semaine. Donc, on est de toute façon sur des contrats de 35 heures.
Alors, 12 à 14 heures de disponibilité pour votre apprenti par rapport pour la structure. Alors ça, c'est vraiment spécifique à nos formations. En fait, réellement, la formation dont je vous parle, la Sport Plus Option Cyclisme, elle dure 12 mois. Et pendant ces 12 mois, il faut que le jeune fasse 700 heures d'alternance. Comme on est sur une formation biqualifiante, BPJEPS Activité physique pour tous, qui est multisport, et la partie cyclisme, en fait, le jeune va répartir son alternance avec à peu près 12 à 14 heures de disponibilité par semaine en dehors des vacances scolaires et 35 heures par semaine pendant les vacances scolaires. En général, comme il faut du temps de multisport, il ne va pas pouvoir faire toute son alternance sur le club de cyclisme. Donc, ce qui se passe dans la plus grande majorité des cas, c'est qu'il va être disponible 12 à 14 heures par semaine chez vous en dehors des vacances scolaires, et les 35 heures qu'il va faire pendant les vacances scolaires, il va plutôt les faire dans une structure, par exemple un service sport de la municipalité, de la commune, pour vraiment avoir la partie multisport en fait, en alternance. Ça, c'est vraiment la répartition classique. Après, il peut y avoir plein d'autres cas de figure et plein d'adaptations sur le planning. Mais en règle générale, on est plutôt sur cette répartition-là. Et donc, le contrat dure à minima la durée de la formation. Alors, nous, là, la formation dont je vous parle, elle dure 12 mois, de fin août jusqu'à fin août de l'année suivante, ou début août à peu près. Oui, juste un petit complément. Donc oui, sur la formation comme la BPAPT, ils sont 2 jours et demi ou 2 ou 3 jours à l'école et donc 2 jours en structure. Et par contre, si vous partez sur un DEJEPS, toute discipline, hein, que ce soit BMX, VTT, cycliste traditionnel, là, c'est une formation qui est un petit peu plus éloignée. Donc en fait, ils ont construit leur formation avec une semaine en structure et une semaine à l'école. Donc, on est sur le même principe du contrat d'apprentissage, d'un 35 heures et tout ça. C'est juste que le temps en structure et le temps à l'école est réparti différemment, ce qui change pas mal quand même l'organisation. Ça veut dire que oui, voilà, l'apprenti n'est pas disponible tous les mercredis, par exemple. Alors, au niveau du coût pour l'employeur, du coup, je vous disais tout à l'heure, l'employeur va verser un salaire chaque mois à son apprenti et ce salaire va être en pourcentage du SMIC. Donc là, vous avez les données pour 2020. En 2021, on est à peu près au même montant, à quelques euros près. En gros, donc pour un apprenti de 18 à 20 ans, en 2021, on va être à 668,95 €. À partir de 21 à 25 ans, alors vous êtes dans la branche du sport, donc vous n'êtes plus à 53% du SMIC, mais plutôt à 53% du salaire minimum conventionnel qui est légèrement supérieur en fait au SMIC dans la branche du sport. Donc, on va tourner plutôt dans le domaine du sport à 825 € par mois. Ça, c'est le salaire brut pour l'apprenti. C'est aussi son salaire net. Pour l'apprenti, en fait, ce salaire-là, il va y avoir aucune charge salariale. Pour ce qui est de l'employeur, au niveau des charges, alors je vous ai mis en fait les charges patronales qui restent, c'est 2 à 8%. Réellement, on est plutôt entre 1,5 à 2% maximum de charges patronales qui restent. En fait, le montant, on ne l'a pas exactement parce qu'il dépend de votre taux d'assurance maladie qui peut dépendre d'un employeur à l'autre. Mais on est plutôt autour de 1,5 à 2% de charges patronales restantes. Donc voilà, donc du coup ça reste quand même relativement intéressant. Après, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des aides de l'État pour compenser le coût de ce salaire. Alors là, sur ce tableau, vous avez l'aide qui est classique, l'aide où là c'est une valeur sûre, c'est vraiment lié à l'apprentissage, l'aide unique employeur de 343 €. En ce moment, du fait de la crise sanitaire en 2020 et là c'est reconduit pour 2021 jusqu'au 31 décembre, l'aide a été revalorisée. En fait, elle s'appelle l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. Elle est de 8 000 € par an pour un apprenti de plus de 18 ans, enfin 18 ans et plus, ce qui fait que ça revient à 666 € par mois qui sont reversés en fait à l'employeur.
Ce qui fait que pour un apprenti de 18 à 20 ans, en fait, le reste à charge, on est à 668 €. Vous êtes remboursé de 666 €. Il reste 2 à 3 € plus les 2% de charges patronales. Donc, le reste à charge est quasi nul, en fait, pour un employeur, pour un jeune qui a de 18 à 20 ans. Pour un apprenti de 21 à 25 ans, 825 €, 666 € d'aide. On estime le reste à charge à peu près à 165 € par mois, 175 maximum. Voilà, donc c'est vraiment des aides qui sont très intéressantes en fait en ce moment. Cette aide exceptionnelle de 666 € par mois, elle est reconduite donc, pour tous les contrats qui sont signés avant le 31 décembre 2021. Donc, en fait, pour nos formations qui vont commencer fin août, en fait, systématiquement, s'il y a un contrat d'apprentissage, cette aide-là va être accordée. Donc, un reste à charge voilà, entre 0 et 175 € par mois à peu près pour l'employeur. Après, ça reste un peu plus si vous avez un apprenti entre 26 ans et 30 ans. Là, pour le coup, on est plutôt autour de 875 € à peu près de reste à charge. Ce qu'il faut savoir sur cette aide également, en fait, au niveau des démarches, pour ce qui est des frais de formation, vous n'avez pas de démarche particulière au niveau de l'employeur. Le contrat d'apprentissage, il va être déclaré à ce qu'on appelle l'OPCO, l'opérateur de compétences, donc l'AFDAS dans le domaine du sport. Ça va être déclaré à l'AFDAS, c'est l'AFDAS qui va valider le contrat, et donc au niveau des frais pédagogiques, là pour le coup, vous n'avez pas de démarche supplémentaire. C'est vraiment entre nous, CFA, et l'AFDAS directement que ça se passe. Pour ce qui est de l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, là, cette aide-là, elle va être versée par un autre organisme qui s'appelle l'ASP. Donc, pour tous les clubs, par exemple, qui ont déjà des salariés et qui ont eu affaire au chômage partiel là, ces derniers temps, par exemple, vous avez déjà un compte auprès de l'ASP et c'est ce même organisme-là qui va vous verser l'aide à l'apprentissage. Donc, en soi, il n'y a pas beaucoup de démarches supplémentaires à faire auprès de l'ASP, sauf si vous êtes un nouveau club. Bon, là, il y a un petit accompagnement, mais nous, on se propose de vous accompagner et de vous aider dans les démarches. On commence à maîtriser un petit peu mieux d'année en année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'aide, elle va vous être versée automatiquement. Une fois que le contrat il est mis en place, l'aide, elle est automatique quand vous allez réaliser les bulletins de salaire. Donc, si on s'y prend à l'avance, et ce qui sera possible là cette année, puisqu'on sait exactement quelles sont les aides qui sont mises en place, normalement, vous n'avez pas de salaire, si ce n'est le premier, vous n'avez pas de salaire à avancer en trésorerie. Alors là, je mets des précautions parce que cette année, c'est vrai que c'était un système qui était nouveau pour tout le monde. Donc, ça a mis pour certains clubs beaucoup de temps à se mettre en place. Là, pour les années à venir, on a de quoi anticiper. Donc, voilà, normalement, au niveau de l'ASP, on est à 1 à 2 mois de maximum de retard. Et dans ces cas-là, il y a une aide qui est rétroactive, en fait. Et après, une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus d'avance de trésorerie à faire. Voilà. Je ne sais pas si ce qui était sur la slide suivante, Jean-Charles. Je crois que c'était tout sur. C'était tout. Ouais. Il y avait une question aussi dans le chat. Oui. Ouais, de Monsieur Charles. En fait, donc, ouais, ça c'est spécifique à ce diplôme BP Activité pour tous, sport plus cyclisme. Enfin, donc le diplôme de base, c'est le diplôme, comme il dit, Activité pour tous. Et donc l'apprenti a obligatoirement un temps de formation multisport. Si dans son association, il ne peut pas mettre en place ce multisport, et donc ça, c'est le cas généralement dans nos clubs FFC. Si vous êtes dans un club multisport, il peut des fois aller voir les autres sections, encadrer les autres sections, et donc ça passe. Mais si on est vraiment un club vraiment affilié que FFC, il ne va pas faire cette activité pour tous, ce multisport, et donc il va falloir qu'il aille le faire dans d'autres structures. Donc oui, généralement, c'est avec les mairies, ou ça peut être dans un autre club, auprès des accueils collectifs de mineurs. Là, par expérience, l'IPSA accompagne bien les clubs, et justement, ils ont déjà leur réseau tous les ans d'avoir des apprentis, donc ils ont déjà leur réseau de
de structures qui sont capables d'accueillir vos stagiaires sur de l'activité pour tous, sachant que du coup, vous prêtez votre apprenti pour une centaine d'heures à cette structure. Donc, cette structure vous rémunère pour ça. Avec une réserve quand même. Avec une réserve. En fait, il y a en effet une mise à disposition. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul employeur au niveau du contrat d'apprentissage. Comme je vous disais tout à l'heure, les aides là dont je vous ai parlé sont des aides spécifiques au secteur privé. On n'a pas du tout les mêmes aides dans le secteur public. Donc, s'il y a deux structures d'intervention pour l'apprenti, entre un club et une mairie, forcément, on va demander au club de porter le contrat parce que les aides sont beaucoup plus intéressantes que pour une mairie. Donc, c'est vous, en tant que club, qui allez être l'employeur et donc vous allez en effet mettre votre apprenti à disposition d'une deuxième structure à hauteur de 350 heures. Il faut atteindre quand même à peu près 350 heures, sauf si vous, en tant que club, vous proposez aussi des activités multisports. Mais si ça n'est pas le cas, il faut compter à peu près 350 heures pour le club et 350 heures pour la structure multisport. Et donc, en fait, la mise à disposition, elle peut se faire soit gracieusement, soit en effet avec une contrepartie financière qui est demandée à la deuxième structure. Cette contrepartie financière ne peut se faire que s'il y a un reste à charge pour l'employeur. C'est-à-dire que là, en ce moment, un apprenti de 18 à 20 ans, vous ne pourrez pas demander une contrepartie financière à la mairie auprès de laquelle vous allez mettre votre apprenti à disposition, puisque vous n'aurez pas de reste à charge. Par contre, un apprenti de 21 à 25 ans, à hauteur du montant restant à charge, vous pouvez en effet demander une contrepartie financière et bien sûr encore plus si votre apprenti a entre 26 et 29 ans. Xavier, tu voulais peut-être réagir, toi qui as été stagiaire BP cette année. Ouvre ton micro. Oui, justement, c'est parler un petit peu de mon expérience. Alors, moi, j'y suis également, effectivement, en APT, mais au Team Côte de Granit Rose, on a également un stagiaire qui, lui, est à L20 en option cyclisme. Donc, je confirme tout ce qui a été dit par Delphine également. La petite variante, alors en fait, comme au club, on n'a que du vélo, effectivement, on a recherché une autre structure. On a cherché plutôt un centre aéré où il pouvait avoir une multitude d'activités et le centre aéré le plus proche de chez l'apprenti, en fait, était géré par l'Agnon Trégor Communauté, donc une com d'agglo. Et donc, j'ai contacté ces com d'agglo en proposant effectivement de mettre ce jeune gratuitement à disposition pour qu'il puisse avoir justement pas que du vélo, mais aussi autre chose. Par contre, juste pour confirmer la différence entre les 8 000 € et puis le coût total d'un contrat d'apprentissage, moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas demandé à avoir une rétribution pour ce jeune-là, on l'a dit gratuitement. Par contre, j'ai négocié des sorties VTT encadrées par le club. Et par ce biais-là, on va récupérer un petit montant qui va compléter complètement le coût du contrat d'apprentissage de Romain. Voilà, c'est la petite subtilité qu'on a mis en place. En effet, voilà, sinon, c'est parfait. C'est ce qu'on recommande, en effet, merci Xavier. Il ne faut pas hésiter, les apprentis sont là aussi pour justement mettre en place des activités qui peuvent en effet vous rapporter aussi une source financière supplémentaire. Ça, ce n'est pas du tout incompatible, au contraire. Très bien. Pour la question des vacations, là qu'on a sur le chat, le plafond, alors il est à vérifier, mais je crois que c'est 5 actions maximum par mois. Étant entendu action, ce n'est pas forcément journée. Et je crois que c'est un pourcentage ça doit être aux alentours de 100 €, ça doit tomber à 105, 110 €. Donc c'est maximum 5 fois 105, 110 € par mois. Sachant, je vous l'ai dit, c'est bien pour notamment chez nous, ce qu'on connaît, les mécaniciens et assistants, mais pas forcément les directeurs sportifs, notamment diplômés fédéraux.
puisque là, on tombe sur la réglementation de l'éducateur sportif. Et donc, en France, voilà, un éducateur sportif doit être diplômé d'État, justement, d'un diplôme inscrit au RNCP et pas d'un diplôme fédéral. Est-ce que l'on peut engager un apprenti si on n'a pas déjà de salariés dans le club? Oui, alors c'est la question du maître d'apprentissage. Donc, il faut un maître d'apprentissage dans la structure d'accueil. S'il y a un salarié éducateur sportif, c'est lui qui devient le maître d'apprentissage. Alors, je crois que sinon, il y a une dérogation, ça peut être le président, il me semble. Oui, oui, oui. Ça peut être aussi le conseiller technique départemental, finalement, qui tient ce rôle-là auprès du club et de vous. En fait, juste une petite précision. En effet, s'il n'y a pas de salarié, la seule personne qui peut être indiquée comme maître d'apprentissage sur le contrat, c'est le président. Par contre, ce président n'a pas forcément besoin d'être diplômé. C'est-à-dire que quand c'est le président qui est nommé maître d'apprentissage, il peut lui nommer une équipe tutorale parmi ses bénévoles. Donc concrètement, vis-à-vis de la DRAGES qui habilite nos formations, sur le contrat, ça va être le président parce que légalement, c'est la seule personne qui peut être indiquée, mais il est bien convenu au niveau de la DRAGES qu'il y a dans ces cas-là une équipe tutorale qui est nommée et c'est à cette équipe tutorale qu'on va demander les diplômes justifiant la qualité de tuteur. Si, en effet, on est vraiment dans des circonstances un peu plus exceptionnelles où il n'y a pas de personnes diplômées au sein du club, dans ces cas-là, on va faire en effet appel au cadre technique et avec accord de la DRAGES. Donc là, c'est vraiment un système un peu plus particulier. Mais à partir du moment où vous avez des bénévoles diplômés, le fait de ne pas avoir de salariés ne sera pas une entrave au contrat, à la mise en place du contrat. Par contre, juste une précision, pour les clubs qui n'ont jamais eu de salariés, dans ces cas-là, vraiment, prenez contact avec nous pour qu'on vous accompagne dans la mise en place du contrat et dans les démarches qui vont avec. Voilà, du coup, Xavier, tu peux peut-être en témoigner, mais il y a quand même pas mal de démarches administratives, donc on est là pour vous accompagner également. Ouais, juste pour compléter, effectivement, déjà merci Delphine pour ton accompagnement, parce que j'ai voulu me lancer tout seul dans cette démarche et très rapidement on est bloqué parce qu'il y a plein de codes, de termes qu'on ne connaît pas, parce que ce n'est pas notre domaine. Et là, du coup, il faut s'appuyer sur l'IPSA, donc Delphine, qui va vous accompagner en totalité sur toutes les démarches à effectuer auprès des organismes. Et donc, on l'a fait par téléphone ou par visio. Et à partir de ce moment-là, on va dire qu'en 2 semaines, tout était quasiment réglé. Mais si on fait tout seul dans son coin, c'est sûr qu'on va être très rapidement bloqué et on ne va pas avancer. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. C'est ce que j'ai fait au début et ça a pris un petit peu de temps par la suite pour rattraper ce retard. Mais voilà, il ne faut pas avoir de crainte de ce côté-là. Delphine connaît bien le principe et ce qu'il y a à faire pour justement déclarer un club pour un premier contrat d'apprentissage. En fait, on n'a même pas besoin de faire du jump, là. Il y a un frein aussi des fois pour les clubs, c'est la mise en place, comment faire la fiche de paye. Là, vous pouvez être accompagné par des cabinets d'experts comptables, mais moins cher dans le milieu du sport par les GDOS, qui ont souvent un service justement, alors payant, mais quand même à tarif préférentiel, justement pour accompagner les clubs sportifs à salariés. Donc, vous avez un accompagnement de la part des comités départementaux olympiques et sportifs sur cette mise en place de l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le contrat d'apprentissage en lui-même, pendant qu'on est sur ce sujet-là? Bon. Merci Delphine. Après, je ne sais pas si tu veux continuer le webinaire avec nous, nous laisser. Oui, non, je veux bien continuer. Ça m'intéresse. Merci.
Voilà, si vous voulez pas employer tout de suite quelqu'un, qu'un temps plein, ça vous fait un petit peu peur, il y a d'autres solutions, et notamment faire appel à un prestataire de service. Donc, voilà, vous pouvez faire appel soit à quelqu'un qui a le statut de société, soit à quelqu'un qui a un statut d'auto-entrepreneur. Donc, on en a, voilà, ça commence à se développer dans le milieu du cyclisme. Ça s'était beaucoup fait au début dans le VTT, puis finalement, ça commence à arriver dans le cyclisme traditionnel depuis 4-5 ans. Un avantage, c'est que ça permet quand même de réaliser des actions que les bénévoles n'auraient pas pu réaliser. Alors, soit un stage, justement, un stage spécifique, vous n'avez pas le temps d'organiser ce stage, mais vous faites appel à cette personne pour les 3 jours de stage et il va vous organiser un beau stage. Soit pour aller faire justement un petit cycle de savoir rouler à vélo, parce que la commune vous demande de faire le savoir rouler à vélo. Vous n'avez pas le temps ou pas les diplômes, ou vous n'êtes pas au point sur ce projet. Voilà, vous prenez quand même la formation, vous répondez à la demande de votre commune, mais vous payez quelqu'un, vous payez cet auto-entrepreneur pour le faire. Et généralement, vous pouvez même du coup avoir un petit bénéfice financier au niveau de votre structure. L'avantage également, c'est que c'est relativement simple, hein, c'est-à-dire que vous discutez avec la structure, il vous fait un devis, il fait sa prestation et il vous envoie la facture. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'un contrat de travail. Et puis, ça permet une première approche de la professionnalisation pour la structure. Voilà, généralement, on voit les clubs essayer justement d'aller sur chaque vacances. On va prendre un professionnel pendant 3-4 jours. Du coup, ça va faire une quinzaine de jours à l'année. Et puis finalement, on se rend compte que nos licenciés, ils apprécient quand même cette plus-value amenée par un éducateur professionnel. Et donc, du coup, allez, on va essayer de voir si on peut prendre un apprenti l'année prochaine et si on peut embaucher quelqu'un à temps plein derrière. L'inconvénient, comme je l'ai dit, c'est une prestation unique. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui va s'engager fortement dans le club et donc fortement dans le projet du club. À l'inverse, hein, justement, si vous avez un apprenti que vous dites, allez, pendant 1 an, on essaye sur un contrat d'apprentissage, et si tu arrives à bien développer ton projet, qu'on arrive à grossir le truc, on t'embauche derrière, il y aura forcément une motivation supplémentaire pour vraiment développer le projet du club de manière globale. Juste un petit point, attention pour un auto-entrepreneur, il faut que le chiffre d'affaires que vous lui transmettiez ne dépasse pas 70% de son chiffre d'affaires. On a des fois des structures qui, au lieu de salarier quelqu'un, lui disent mets-toi auto-entrepreneur et puis on va te faire bosser tout le temps. Ça, c'est possible que dans la limite de 70% et pas plus. On le voit, hein, par exemple, c'est pas très communiqué, mais par exemple sur les équipes nationales 1 maintenant, sur route où ils exigent 1 salarié et demi, en fait, ça arrive régulièrement que celui qui est à mi-temps est en fait pas embauché par la structure, mais un auto-entrepreneur qui bosse à mi-temps, pour le club de N1. Donc, on ne sait pas dans la communication du club, on ne sait pas, on croit qu'il est salarié du club. En fait, il est juste prestataire pour quelques jours par an. Un autre système qui existe, c'est le groupement d'employeurs, qui n'est pas très connu dans le milieu du cyclisme et qui justement est plus connu dans l'activité pour tous, dans les clubs e-sport. Donc le groupement d'employeurs, c'est vraiment se mettre à plusieurs en fait pour embaucher quelqu'un. Et voilà, finalement, un club a besoin d'un éducateur sportif pour 200 heures, un autre pour 500 heures. L'accueil collectif de mineurs, on n'a besoin que pendant les vacances scolaires, et en dehors des vacances scolaires, on n'a pas besoin. Et donc, ont été créés ces groupements d'employeurs qui ont un statut bien précis.
Et donc, on a des groupements d'employeurs spécialisés sport. Donc, c'est le groupement d'employeurs qui fait le contrat de travail avec cette personne et après trouve des missions auprès des clubs. L'avantage, c'est qu'ils gèrent toute la partie justement administrative. Pareil, vous recevez, vous demandez, voilà, je veux un éducateur pour X heures, tel jour et tel jour, et vous recevez la facture du groupement d'employeurs. L'inconvénient, c'est que c'est généralement quand même un petit peu plus cher, puisque le groupement d'employeurs gère justement, a souvent un ou deux responsables RH, comptabilité, et donc il doit embaucher ces personnes derrière et donc doit les faire les rémunérer. Le plus connu en Bretagne, enfin dans l'Ouest, c'est les professions sport. Donc voilà, vous allez sur Internet, profession sport 35-56 et vous tombez sur ces groupements d'employeurs. Voilà. L'inconvénient aussi, c'est qu'aujourd'hui, justement, ça n'a pas encore vraiment pris le pli au niveau du cyclisme et donc vous n'allez pas avoir des éducateurs sportifs spécialisés cyclisme dans ces groupements d'employeurs. Il y a des clubs, enfin il y a des disciplines qui ont aussi choisi, par exemple, c'est les comités régionaux, les ligues, qui ont décidé de créer leur groupement d'employeurs pour mutualiser des éducateurs sportifs pour leur club. Aujourd'hui, on n'a pas fait le choix de faire ce groupement d'employeurs, même si on s'est posé la question il y a 3-4 ans. Mais ça nous paraissait justement au niveau comité régional quelque chose de trop lourd à porter en termes de ressources humaines, justement, derrière. Qui est relativement nouveau aussi, avec l'objectif de lever le frein, pareil, pour les associations, voilà, le frein de l'emploi. C'est la création du chèque emploi associatif, donc qui permet aux associations de faciliter les démarches, toutes les formalités liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés. Alors voilà, si vous connaissez un peu les CESU, là, les chèques emploi service universel, c'est inspiré de ce dispositif. Donc voilà, je ne suis pas spécialiste de ça, puis je crois que ça fait que 2 ans que ça a été créé. Mais l'idée, c'est que voilà, vos démarches soient beaucoup plus simplifiées pour embaucher, pareil, plutôt sur du temps partiel. Parce que sur du temps complet, vous avez quand même plutôt intérêt de passer par le GDOS, par exemple, pour faire ces démarches-là. Maintenant, je vais évoquer avec vous les aides à l'emploi. Alors, surtout les aides à l'emploi spécifiques sport. Voilà, hein, si la personne que vous recrutez est à Pôle emploi, elle aura certainement des droits par rapport à ce qu'elle a pu faire auparavant. Là, je vais vous présenter vraiment les aides spécifiques au sport. Donc, la première, c'est emploi ANS. Donc, ANS, c'est l'Agence nationale du sport qui a remplacé le CNDS. Et donc, on a ce dispositif qui se développe. L'an dernier, on avait seulement une vingtaine d'emplois en région Bretagne. Cette année, à cause de la crise, les quotas ont augmenté. C'est 80 emplois pour tous les sports qui vont être signés. Donc, voilà, hein, objectif, création ou pérennisation de postes d'éducateurs sportifs, avec une priorité dans les territoires carencés. Donc, les territoires carencés, comme le définit les ministères, c'est les zones QPV, donc quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà un petit peu les banlieues de nos villes principales, ou les ZRR, donc zones rurales urbanisées. C'est un petit peu voilà, les déserts ruraux. Donc voilà, les QPV, on les a un petit peu tous autour des grandes villes. Et les ZRR, ça reste beaucoup le centre-Bretagne. Voilà, toutes les zones centre-Bretagne, Rostronin, Carhaix, on est vraiment dans les zones ZRR.
avec des emplois qui ont des objectifs, hein, donc des emplois sportifs qui participent à la réduction des inégalités d'accès au sport. Donc voilà, on sait que les femmes font moins de sport, les jeunes, les seniors, les personnes malades ou ce qu'on appelle le sport santé. Le développement des activités donc en direction des personnes en situation de handicap, l'accompagnement des politiques d'accueil de scolaires, donc tout ce qui est sur le temps périscolaire, la promotion du sport santé et du sport en entreprise, et également des objectifs de mutualisation d'emploi. Voilà, s'il y a des petites structures qui veulent mutualiser pour avoir l'emploi, c'est le bienvenu. Et donc avec une aide qui auparavant était de 12 000 € par an sur 2 ans et qui cette année est portée à 12 000 € par an sur 3 ans. Donc si votre emploi, si votre aide est acceptée, elle est acceptée pour 3 ans. Donc voilà, ça participe à la moitié d'un emploi sportif, donc c'est quand même relativement intéressant. Donc voilà, quelles sont les structures éligibles? Donc vous, en tant que club affilié à une fédération sportive, vous êtes éligible. Et donc c'est sur un dossier, hein, un dossier ANS. Alors à ne pas confondre maintenant, les subventions ANS pour des projets, votre projet de club sont à faire dans ce qu'on appelle l'ANS PSF, projet sportif fédéral. Donc en fait, ils vont être instruits par la Fédération française de cyclisme. Là, on est en plein dedans, on a jusqu'au 9 mai, enfin, vous avez jusqu'au 9 mai pour déposer votre dossier. Et si vous voulez faire une demande d'emploi, ça va être instruit par la DRAGES, donc anciennement la Direction régionale jeunesse et sport, qui est maintenant rattachée au rectorat. Et donc là, cet appel à projet est jusqu'au 6 juin, la date limite de dépôt des dossiers. Les 2 aides, je vous ai parlé des 2 aides ANS, sont cumulables. Là où on ne l'a pas vu aussi, dans les objectifs de développement, c'est justement les emplois qui vont appuyer les politiques du ministère. Et aujourd'hui, les 2 politiques sportives que le ministère veut développer, c'est l'aisance aquatique, donc l'apprentissage non pas de la natation ou du savoir nager, mais l'apprentissage de l'aisance aquatique, donc pour les enfants de moins de 6 ans, pour les enfants de maternelle. Donc ça ne nous concerne pas du tout. Par contre, ce qui nous concerne, c'est l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Et donc, pour avoir discuté avec mes collègues de la DRAGES, ça va vraiment être le bienvenu d'avoir des clubs qui veulent créer de l'emploi pour faire du savoir rouler à vélo. Vous pourrez bénéficier de cette aide de 12 000 € par an. Donc voilà, hein, la demande, elle se fait par le compte asso. Hein, donc le compte asso, c'est un serveur pour vos demandes de subvention, où vous pouvez faire donc cette demande de subvention emploi ANS et également la demande de subvention que je vous ai parlé à faire avant le 9 mai. Je profite d'avoir des gens là qui sont peut-être intéressés, qui vont déposer une demande ANS projet sportif fédéral. N'hésitez pas à l'envoyer avant le 9 mai, puisque nous, on voit vos dossiers, on voit vos éléments. Par exemple, là, on a déjà 5 structures qui ont déjà finalisé leur dossier. Et en fait, on peut les corriger et notamment vous demander plus d'éléments, ou si on voit des erreurs, vous demander de rectifier les erreurs. Que si vous nous l'envoyez le 8 mai, on aura pas le temps et que vous fassiez les retours. Et donc malheureusement, on sera peut-être obligé de refuser votre dossier parce qu'il est mal construit ou parce qu'il y a des erreurs grossières dedans. Alors que si vous nous l'envoyez dès maintenant, voilà, on a une dizaine de jours pour vous faire les retours et que vous nous apportiez les éléments. Donc c'est important que vous fassiez votre dossier le plus rapidement possible. Autre aide également. Alors, attendez. Je me suis perdu dans mes... Oui, on est sur la deuxième aide.
C'est l'aide qui a été créée pour le Covid également. J'ai dû me tromper dans ma présentation quand même, dans ma diapo, il me semble. Ouais, je vais le faire quand même comme ça. Je vous renverrai la diapo exacte, parce que du coup, c'est la même. Il y a une deuxième aide qui a été faite dans le programme Un jeune, une solution. Vous en avez peut-être écouté parler, là, le gouvernement communique beaucoup sur ce dispositif. Donc, dispositif créé, pareil, à cause de la crise sanitaire Covid et de cette génération de jeunes qui est beaucoup touchée. Donc, il y a des aides sur l'apprentissage, il y a des aides sur la formation, il y a vraiment des aides dans tous les sens. Et il y a des aides à l'emploi sportif. Donc, par contre, c'est conditionné aux plus jeunes. Et l'aide en Bretagne, elle est de 10 000 € par an sur 2 ans. Donc, elle est un petit peu plus faible que l'emploi ANS. Elle n'est pas cumulable, hein. Vu que c'est instruit également par la DRAGES. Vous pouvez demander l'un ou l'autre. Bon, l'idée, c'est quand même peut-être de demander l'emploi ANS. Vous voyez en fait que vous avez deux dates de dépôt des dossiers, 2 vagues, le 6 juin et le 4 juillet. C'est justement, par exemple, pour le 6 juin, vous faites une demande d'emploi ANS. Malheureusement, elle est refusée parce que pour X ou Y raison. Ça vous laisse 1 mois pour faire une demande d'aide, un jeune, une solution. Si votre éducateur justement que vous voulez embaucher est dans les jeunes. Et donc, du coup, il peut être accepté au 4 juillet. Donc, si votre aide de 3 fois 12 000, elle est refusée, vous pouvez toujours peut-être aller chercher celle de 2 fois 10 000. Donc, voilà. Et donc, c'est le moment qu'on fasse le webinaire parce que justement, c'est le moment pour vous de faire ces appels à projets et ces demandes de subventions. Voilà sur le contenu. Est-ce que du coup maintenant ça appelle des questions, ce webinaire? Donc n'hésitez pas soit par le chat, soit en levant la main. Donc il y avait Nicolas, cette aide de l'ANS pour l'emploi est cumulable par plusieurs clubs pour un même poste. Oui, sur l'emploi mutualisé justement. Après, ça dépend du projet que vous portez, quoi. Mais notamment, en fait, quand on parle de mutualisation des emplois, c'est surtout sur les zones rurales, par exemple. Je dis une bêtise, hein, mais finalement, le club de Carhaix pourrait se mettre tous les deux pour embaucher quelqu'un parce qu'ils estiment qu'ils ne vont pas subvenir à un temps plein. Et finalement, la personne ferait un petit peu de savoir rouler à vélo sur le domaine de Rostrenin et sur la communauté de communes de Carhaix en même temps. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, du coup, à prendre la main. On est là pour répondre. Alors, service civique ou contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, on n'a pas de personnes qui recherchent un service civique et on a rarement des personnes qui cherchent un service civique. Je vous dis généralement, en fait, quand on crée un service civique, on trouve assez facilement, on pense déjà à quelqu'un dans le club, soit un étudiant, soit justement un pilote de BMX qu'on a déjà dans le viseur. Ou sinon, vous le publiez sur l'agence du service civique, voire nous, Comité de Bretagne, on peut le relayer sur notre site, sur nos réseaux sociaux pour trouver cette personne derrière. Et après, sur les contrats d'apprentissage, alors j'ai pas eu de retour de l'IPSA là, ces derniers temps. C'est vrai que l'an dernier, on avait essayé de mettre en relation les stagiaires qui n'avaient pas de club, de leur trouver un club. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de demande de ce type-là. Alors, pour l'instant, on est encore un petit peu tôt dans nos sélections, c'est-à-dire que la date limite de candidature pour nos sélections, elle est fixée au 30 avril.
Et en clair, nous, en général, on attend d'avoir fait les sélections avant de vous proposer des candidats pour éviter que vous soyez submergé par des candidatures qui finalement peut-être n'aboutiront pas parce qu'on ne sélectionnera pas les jeunes. Donc souvent, nous, par contre, on met en relation à partir du moment où les sélections ont eu lieu, c'est-à-dire à partir de la 2e semaine de juin. Là, on sera en mesure de commencer à contacter les clubs. Si vous êtes en recherche d'un apprenti, si un club est intéressé, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message en nous disant voilà, que vous seriez intéressé pour prendre un ou une apprentie. Et voilà, quitte à parfois, il est possible aussi en fait, quand on parlait de mise à disposition, parfois il est possible aussi d'avoir un club et une mise à disposition pour maximum 2 structures complémentaires. Donc, voilà, on peut avoir parfois, si vous n'avez pas suffisamment d'heures à proposer pour un jeune, peut-être de se mettre en relation avec une deuxième structure, un deuxième club. Mais voilà, clairement, en fait, il y a deux situations. Soit vous avez quelqu'un à proposer, et dans ces cas-là, il faut impérativement qu'il s'inscrive rapidement pour pouvoir passer les épreuves de sélection. Soit vous n'avez personne et vous êtes en recherche. Dans ces cas-là, vous prenez contact avec nous. Et nous, une fois que les sélections ont eu lieu, on commence à mettre en relation les jeunes qu'on a eus en sélection avec les clubs qui sont intéressés. Juste en complément de ce que tu viens de dire, Delphine, si vous avez un jeune ou un moins jeune dans une structure qui est intéressé par cette formation, pour les sélections, il faut se préparer. Le premier test, il est physique. C'est le test Luc Léger de mémoire, Delphine. Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés, je ne vais pas dire les mains dans les poches, mais pas avec suffisamment de préparation. Et comme c'est un test assez poussé, de ce que j'ai vu, je crois que ces 50% n'ont pas pu passer à l'échelon, enfin à l'épreuve suivante, parce que ce test, il est vraiment très difficile. Donc, physiquement, il faut déjà être prêt. Et c'est vrai que la formation, on effectue beaucoup de sports de tout type. Et si on n'est pas prêt physiquement, on peut se blesser. Donc, il est vraiment important d'être préparé pour ce test. Et le deuxième, après, c'est de la motricité. Donc, ça, on va dire, pour des cyclistes, il n'y a pas trop de soucis. Et le troisième, c'est plus une dissertation sur un sujet d'actualité pour voir si on arrive à écrire correctement, parce qu'on a quand même des 3-4 dossiers à effectuer durant l'année. Et donc, voilà, il faut être pas littéraire, mais il faut savoir construire des phrases sans faire trop de fautes, on va dire. Donc, voilà, c'est les 3 choses qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment être prêt physiquement pour le premier test, en tout cas. Je vais répondre à la question là sur est-ce que l'on peut confier un groupe à un service civique ou est-ce qu'il ne peut intervenir qu'en soutien d'un éducateur du club. En fait, justement, je le répète, le service civique, en fait, il est là pour une mission d'intérêt général et en fait, il n'est pas là pour être éducateur. Son rôle, c'est pas d'être éducateur et d'enseigner du vélo, même à des débutants, même à des gamins de 7-8 ans. Le service civique, c'est vraiment plus mettre de lien sur l'aspect sociétal. Je vais juste vous donner l'exemple du coup que moi j'ai eu, puisqu'il y a une quinzaine d'années, j'avais créé l'agrément service civique pour le club dans lequel j'étais manager. On avait eu 3 services civiques. On en avait positionné un sur notre section BMX, justement en complément de l'éducateur. Il n'encadrait pas de groupe, mais il faisait les liens, comme vous avez parlé tout à l'heure, avec les parents. Et donc, voilà, la section commençait à grossir. On avait quand même de plus en plus de monde. Donc, il faisait ce lien avec les parents d'information, d'essayer d'inciter les parents dans le bénévolat là, pour organiser les jours de préparation de piste, tout ce genre de choses. Donc, l'animation, en fait, associative. Et finalement, il venait en lien avec les bénévoles. Il venait en soutien des bénévoles qui avaient peut-être des idées, mais pas forcément le temps de les mettre, en, en œuvre. Ce service civique les mettait.
Le deuxième on l'avait positionné justement sur du développement durable, sur une épreuve élite nationale, une course par étape élite nationale qu'on faisait. Et tout simplement, il avait créé un système de tri, donc de positionner des poubelles, de faire un système de tri sur le village départ, sur le village arrivée, de faire les zones vertes. Voilà, il y a 15 ans, c'était quand même quelque chose un petit peu de novateur, là, ces zones vertes après les zones de ravitaillement et tout ça. Donc, il devait développer ça sur cet événement-là. Donc, il y avait 6 mois pour préparer ça. Il faisait l'épreuve et puis encore 15 jours après. Et notre troisième service civique, lui, était positionné sur la communication. Donc, gestion du site internet et création du newsletter, justement, avec nos licenciés, mettre du lien avec nos licenciés. Et là-dessus, justement, lors d'un contrôle de l'agence du service civique, ce poste-là nous avait été un petit peu reproché, puisque justement, ils avaient dit, mais ça, c'est un travail de webmaster, et finalement, du coup, ça pourrait être fait par un salarié. Donc, ce poste-là, vous n'avez pas à le faire, enfin, modifiez-le. Mais là, il fait vraiment un travail de quelqu'un de webmaster qui pourrait avoir un diplôme de webmaster, et donc, ce n'est pas sa mission. Donc voilà, c'est un petit peu la complexité de ces services civiques, c'est qu'il faut les positionner en soutien des bénévoles, mais pas sur une place où il pourrait être fait vraiment par un salarié qui correspond à un métier précis, comme le métier d'éducateur sportif, voilà, comme le métier de webmaster, ou voilà les exemples que j'ai en tête. Donc c'est généralement un petit peu compliqué des fois de les positionner. Après, voilà, il faut vraiment avoir un projet en fait en tête. Et c'est vrai que si on a un gros projet, là, ils peuvent venir en soutien. Enfin, voilà, si on sait que des fois, il y a quand même des championnats de France, par exemple, qui se créent. Je crois que ça avait été le cas à Plougastel lors du championnat de France de l'avenir. Voilà, ils avaient pris deux, trois services civiques qui avaient accompagné l'équipe de bénévoles justement sur les 9 derniers mois de l'organisation de ce gros championnat de France. D'autres questions, non? Donc Delphine, oui, tu as transmis tes coordonnées. Oui. Bon, je crois que tu es en congé cette semaine, il faut attendre un petit peu encore. Oui. Là, normalement. il y a un petit peu de temps de réaction pour les réponses au mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Non, on a répondu à vos interrogations. Et puis voilà, je vous le répète, pareil sur l'aide à l'emploi ANS, pareil, moi je me tiens à votre disposition pour corriger un petit peu votre dossier avant que vous le validiez réellement. Mais on peut échanger soit par téléphone, soit par mail pour construire votre projet et que votre demande de subvention elle corresponde bien aux attentes de la DRAGE ou de la fédération. Avez-vous parlé des contrats PEC? Non. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez quoi par PEC? Christophe qui prenne la main. Parcours emploi compétences. Non, moi je ne connais pas. Je ne sais pas, Delphine, non? Désolée, j'ai un petit souci avec mon micro. Alors pour moi, c'est un dispositif particulier qui est proposé par le Pôle emploi. Donc là, pour le coup, moi, je n'ai pas de connaissances particulières sur ce dispositif-là. Donc, non, je ne peux pas vous renseigner plus, en fait. Ouais, voilà, moi je vous ai dit, on a parlé des dispositifs liés au sport. Justement, tous les dispositifs plus portés par Pôle emploi ou plus généralistes, voilà, ça dépassait nos compétences, donc on n'a pas voulu les aborder. D'autres remarques? Non? Bon, sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit et une bonne soirée. Et puis,
Alexandre, je ne sais pas si tu as les prochains webinaires. On On commence va à arriver à celui du sport santé. C'est le dernier, le sport santé, et il est programmé le 3 mai. Voilà. Donc, prochain et dernier webinaire le 3 mai. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Bonne soirée. Nickel, ça. Bon, tiens, arrête l'enregistrement. Ouais, ouais.